Si vous franchissez cette petite porte de pierre à Hiérapolis, en Turquie, vous risquez de ne jamais en revenir vivant. Dans l'Antiquité, les gens pensaient qu'il s'agissait d'une sorte de portail vers les enfers. Les Romains entraient avec des taureaux en parfaite santé, et après quelques minutes, ils voyaient ces animaux s'effondrer, comme s'ils avaient été frappés par une force mystérieuse. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il n'arrivait rien aux hommes, qui entraient et sortaient sans problème. Aujourd'hui, des études pourraient apporter une réponse à ce phénomène étrange. Tout cela serait lié à la taille des personnes. La porte, connue sous le nom de Plutonium, du nom de Pluton, la divinité du monde souterrain, est une porte de pierre qui ouvre sur une petite grotte de 3 mètres carrés. Mais le vrai danger est ce qui se passe en dessous. Hiérapolis se trouve sur une zone géologique très active. Et une grande fissure sous la ville émet constamment du dioxyde de carbone volcanique qui se présente sous la forme d'un brouillard visible. Pendant la journée, le soleil dissipe le gaz. La nuit, le gaz forme une sorte de lac sur le sol abrité de l'arène. À l'aube, vous devez sortir de là avant qu'il ne soit trop tard. Cet endroit est particulièrement dangereux juste avant le lever du soleil, lorsque la concentration de dioxyde de carbone, à environ 40 cm au-dessus du sol, atteint les 35%. Cela signifie que les oiseaux, les taureaux et même les humains peuvent suffoquer et mourir en quelques minutes. Mais il y a une explication scientifique qui permet de comprendre comment les Romains s'en sortaient indemnes. La concentration en dioxyde de carbone diminue rapidement avec l'altitude. Ainsi, les animaux périssaient tandis que leurs maîtres, plus grands et debout, pouvaient ressortir et respirer en toute sécurité. La plupart des gens ne peuvent pas rester à l'intérieur du fort de Bangar après le coucher du soleil. Ce site du XVIe siècle, situé à environ 235 km de Delhi, est considéré comme l'un des lieux les plus hantés de l'Inde. Pendant la journée, la zone est animée. Les visiteurs franchissent la porte principale, autrefois grandiose, pour admirer les ruines des temples et des palais. Mais ils verront aussi ce grand panneau sur la porte, qui avertit tout le monde que l'accès est strictement interdit après la tombée de la nuit. C'est probablement parce que, la nuit, selon les habitants, on peut entendre des femmes crier et pleurer à cet endroit, ainsi que des bruits de bracelets qui s'entrechoquent et de la musique étrange. D'autres ont rapporté avoir vu des ombres et des lumières clignotantes dans les ruines, et même avoir senti un étrange parfum. Yawata no Yabushirazu est une forêt japonaise dont l'accès est extrêmement réglementé. Située à Ichikawa, elle n'est pas très vaste, s'étendant sur un peu plus de 33 mètres carrés, et elle est principalement constituée d'une épaisse parcelle de bambou mozo. Son emplacement à côté d'un parking et de bâtiments modernes la rend peu intimidante. Mais ne vous fiez pas à ses apparences. Depuis au moins le début du 19e siècle, les gens disent que quiconque entre dans cette forêt est voué à disparaître et à ne jamais revenir. Ainsi, dès votre arrivée, un panneau situé à proximité de la forêt vous informe de son histoire et de la malédiction qui y serait associée. Certaines rumeurs évoquent la présence effrayante d'un ancien seigneur samouraï qui se promènerait dans les parages. D'autres légendes affirment que la forêt cache un puits sans fond, rempli de gaz toxiques. Que ces histoires soient vraies ou non, aujourd'hui, la zone est entourée de murs de pierre et il est toujours strictement interdit d'y pénétrer. Dans une vallée portant le nom de Dark Country Forest, dans le Connecticut, vous trouverez Dudley Town, mais vous ne devez absolument pas y pénétrer. Non seulement le terrain est une propriété privée depuis les années 1920, mais il est également connu comme l'un des endroits les plus effrayants de la planète. Cet endroit a été colonisé pour la première fois au début des années 1740, et bon nombre des premiers colons appartenaient à la famille Dudley. C'est pourquoi on l'appelle Dudley Town. Une rumeur locale veut que les fondateurs de la ville descendent d'Edmund Dudley, un noble anglais condamné à la peine capitale pour trahison. La légende dit que cette malédiction a suivi la famille Dudley de l'autre côté de l'Atlantique jusqu'en Amérique. Ce malheur serait à l'origine de mauvaises récoltes, de problèmes mentaux et de plusieurs incidents tragiques dans le village. Encore une fois, il ne s'agit que de rumeurs, car les historiens n'ont trouvé aucune preuve réelle pour étayer ces affirmations. Néanmoins, l'obscurité et l'atmosphère sinistre du lieu ont alimenté les histoires de fantômes dans les années 80. Cela a conduit à de nombreux cas de vandalisme au cours de la décennie suivante, et à cause de cela, les propriétaires fonciers ont fermé la zone au public. Ce vieux bâtiment abandonné était autrefois le palais luxueux de la famille du roi Farouk, qui fut l'avant-dernier roi d'Égypte en 1936. Après le décès des membres de sa famille, le palais a été transformé en morgue. Les habitants de la région affirment qu'aujourd'hui, l'endroit est vraiment effrayant et interdit d'accès.
Certaines personnes ont déclaré avoir vu des ampoules vaciller et des ombres se déplacer en produisant des bruits étranges. Un jour, un groupe d'enfants serait entré à l'intérieur et aurait complètement paniqué en découvrant que toutes les portes avaient soudainement disparu, les laissant dans l'obscurité la plus totale. Ils n'auraient eu d'autre choix que de crier à l'aide. Cette île hawaïenne est interdite d'accès depuis plus d'un siècle. Elle s'appelle Niihau et est la plus petite île habitée d'Hawaï, avec une superficie d'environ 180 km². Elle compte environ 84 habitants. L'île ne dispose pas de réseau de téléphonie mobile, de routes goudronnées ou de lignes électriques, seulement de panneaux solaires pour l'électricité. Une seule famille est propriétaire de l'île depuis 1964, lorsqu'un fermier écossais l'a achetée pour $10 000. Ce qui équivaudrait à environ $250 000 aujourd'hui. L'île est restée dans la famille, transmise aux descendants du fermier, les Robinson. Depuis, elle est restée privée et son accès est donc très restreint et se fait essentiellement sur invitation. Les tunnels d'Erdstall sont un réseau d'environ 2000 passages souterrains mystérieux que l'on trouve principalement en Europe centrale, notamment en Autriche et en Bavière. Ces tunnels sont généralement étroits et exigus, souvent juste assez large pour qu'une personne puisse s'y faufiler à la fois, et on pense qu'ils remontent au Moyen-Âge, peut-être au XIIe siècle. Ce qui intrigue le plus dans ces tunnels, c'est leur raison d'être. Malgré de nombreuses recherches, personne ne sait vraiment pourquoi ils ont été construits. Une théorie veut qu'ils aient été utilisés pour le stockage, mais comme beaucoup d'entre eux se trouvent en dessous du niveau de la mer et sont parfois remplis d'eau, cela ne semble pas très pratique. Ces tunnels ont des sections très étroites, assez angoissantes, et des chutes soudaines, ce qui ne semble pas non plus pratique pour un usage ordinaire. Voies d'évacuation, cachettes, lieux de spiritualité par exemple. Pour rendre les choses encore plus mystérieuses, on n'y a trouvé aucun artefact, ce qui rend leur raison d'être encore plus difficile à expliquer et à comprendre. Depuis 2019, les aventuriers peuvent se faire arrêter s'ils tentent d'escalader ce rocher. Uluru, également connu sous le nom d'Ayers Rock, est interdit d'accès car il est désormais considéré comme un site sacré par les communautés locales. Mais le fait qu'il soit aussi extrêmement dangereux a probablement joué un rôle important dans la décision de le fermer aux visiteurs. Ce rocher mesure 348 mètres de haut, soit la hauteur d'un immeuble de 80 étages. L'ascension de son sommet peut être très glissante, et les températures peuvent y atteindre 47 degrés Celsius en été, ce qui a entraîné des décès dus à la déshydratation et à des coups de chaleur. Un phénomène encore plus effrayant se produit au sommet du rocher juste après les orages. Lorsqu'il pleut, de petits crustacés ressemblant à des têtards, et qu'on appelle des triopes, éclosent dans les trous d'eau temporaires et les bassins rocheux de l'Uluru. Ces créatures aux allures d'extraterrestres mesurent environ 7,6 cm de long et répandent leurs œufs super résistants un peu partout. Lorsque les pluies estivales sont au rendez-vous, ces petites bêtes éclosent puis se déchaînent, se nourrissant des micro-organismes et des bactéries présents dans l'eau. On ne sait toujours pas comment ces étranges créatures se retrouvent dans les bassins éphémères au sommet de l'Uluru, mais selon toute vraisemblance, c'est le vent qui transporte leurs œufs jusque-là. Il y a beaucoup de portes de par le monde qui n'ont pas de clé. Peut-être que tu vas trouver le moyen de les ouvrir. Notre première destination est, ok, lis-le toi-même et bonne chance pour la prononciation. C'est un temple en Inde dont le nom vient de cet autre mot extrêmement long qui se traduit par « celui qui émerge du lotus ». Ce temple est l'un des lieux les plus connus et les plus sacrés de l'Inde. C'est l'un des 108 temples du courant de l'hindouisme qui s'appelle comme ça. C'est un courant particulièrement ancien dont on trouve les premières traces dans des textes tamouls du VIe siècle. On en revient à notre époque. En 2011, suite à une plainte, la Cour suprême indienne a décidé de recenser les objets de valeur conservés dans le temple parce qu'ils avaient été informés que l'endroit pouvait avoir été abusivement exploité. Pour ce faire, ils ont dû ouvrir toutes ces portes qui étaient restées fermées pendant des siècles. La commission a ainsi découvert 6 gigantesques caveaux secrets dans lesquels étaient cachés d'inestimables trésors. En ouvrant ces caveaux, la commission a découvert des statuettes en or, des colliers et des pièces pour une valeur totale d'au moins 23 milliards d'euros. Les officiers ont aussi découvert des costumes de cérémonie, des noix de coco en or incrustées de bijoux et de gros diamants. Quand je dis gros diamants, c'est que c'est vraiment des gros diamants. Certaines de ces pierres précieuses atteignent les 110 carats. Pour te donner une idée, une petite statuette en or de cette collection a une valeur estimée d'environ 31 millions d'euros.
Après cette découverte digne d'un conte des mille et une nuits, le temple s'est équipé de détecteurs de métaux, de caméras et d'autres appareils de sécurité avant l'arrivée des premiers visiteurs. Le temple est maintenant encerclé par plein d'agents de sécurité. Mais est-ce qu'il protège le trésor ou est-ce qu'il y a quelque chose d'encore plus mystérieux dans ce temple? Il y a 6 caveaux dans le temple, c'est là que le trésor est entreposé. Ces caveaux ont des noms de A à F, mais le comité de recherche n'a ouvert que 5 des 6 caveaux avec beaucoup de difficultés. Le plus bizarre, c'est que, malgré tous les efforts ayant impliqué l'utilisation des technologies les plus récentes, le caveau B n'a pas pu être ouvert. 2 cobras sont sculptés sur la porte et sont là pour t'accueillir. Cette porte fait office de portail. Tu peux aisément le voir, comme pour les portes qui mènent aux autres caveaux. Surprise! Les experts ont découvert 2 autres portes derrière la première. La deuxième porte est en bois et la troisième en fer. Étonnamment, la dernière porte est verrouillée et ne présente aucune caractéristique d'une porte. Pas de charnière, de poignée, de verrou, ni quoi que ce soit d'autre. Personne ne sait ce qui se cache dans le caveau B. Ceux qui croient en des forces occultes considèrent qu'ouvrir cette porte contre sa volonté libérerait d'innommables forces sur le monde. D'autres considèrent que la porte du caveau B conduit vers un tunnel. On ne sait pas si c'est lié à ces croyances, mais la Cour suprême indienne déconseille l'ouverture des portes du caveau B. En 2010, David Crespi, un ingénieur français qui visitait le Machu Picchu, a découvert une porte étrange dans un des bâtiments principaux. La porte se trouvait dans un passage étroit très peu fréquenté par les touristes et les archéologues. David a pensé qu'il s'agissait d'une porte d'entrée qui avait été scellée par les Incas pour une raison inconnue. Il a immédiatement contacté les archéologues et les autorités, qui lui ont promis qu'ils commenceraient à enquêter au plus tôt et qu'ils lui donneraient des nouvelles sur sa découverte. Les mois ont passé, mais il n'a reçu aucune nouvelle. Il n'a reçu aucune réponse à ses appels et ses emails. En 2011, il tombe sur un article sur le Pérou écrit par Thierry Jamin. David le contacte immédiatement et l'informe de sa découverte. Par la suite, Jamin et d'autres archéologues se rendent au Machu Picchu pour mener l'enquête sur la porte secrète. Ils en ont conclu qu'il s'agissait bien d'une porte d'entrée scellée par les Incas. Les chercheurs ont confirmé la découverte de 2 entrées situées derrière la fameuse porte. Ils ont aussi reproduit une image 3D d'une rampe d'escalier conduisant vers la pièce principale et une autre chambre. L'analyse révèle quelques cavités parmi lesquelles se trouve une grande pièce quadrangulaire. En outre, les géoradars ont aussi détecté des métaux qui pourraient correspondre à des objets en or ou en argent. Jamin et son équipe pensent qu'il s'agit peut-être d'une pièce datant d'une période préhispanique. Ils pensent que les Incas ont scellé la porte afin de cacher quelque chose d'important. Peut-être s'agit-il d'un énorme trésor ou autre chose de tout aussi important. Jamin a affirmé que la découverte de cette chambre pourrait être la première étape de la découverte d'un mausolée. Jamin soumet une demande officielle au gouvernement péruvien afin d'obtenir l'autorisation d'ouvrir la pièce. Pourtant, ni sa demande, ni les demandes d'autres archéologues n'ont été approuvées jusqu'à maintenant. Les autorités considèrent que l'ouverture de cette porte pourrait causer des dégâts à d'autres aires du site archéologique. Pourtant, la caméra endoscopique a confirmé l'hypothèse que les blocs de pierre de l'entrée ne font que bloquer le passage et ne sont pas des éléments structurels utiles au bâtiment. Le troisième mystère se situe à Gizeh, en Égypte. Des explorateurs ont découvert 2 portes secrètes dans la pyramide de Khéops. Il y a 2 tunnels d'environ 20 cm de large qui partent des murs nord et sud de la chambre de la reine. Mais ces tunnels sont fermés avant de déboucher sur l'extérieur de la pyramide. Alors, où peuvent-ils bien conduire? Personne ne sait exactement à quoi servent ces tunnels. Certains archéologues pensent que ces portes cachent l'entrée à des chambres encore inexplorées. L'égyptologue Zahi a raconté la découverte de ces portes. Un robot conçu spécialement pour l'expédition a été envoyé dans ces couloirs partant de la chambre de la reine pour comprendre ce qui s'y trouvait. Les chercheurs ont branché une caméra à ce robot. La vidéo montre que derrière la porte en pierre se trouve une autre porte close. Les archéologues étaient stupéfaits d'avoir découvert une porte au lieu d'une impasse. La structure de la porte en pierre cache parfaitement les autres portes. Selon les experts, il s'agit d'une prouesse d'ingénierie. Il est impossible d'atteindre la porte car elle se situe derrière un bloc de pierre géant. Mais les archéologues sont en train de chercher une façon d'y parvenir sans endommager la structure.
Ces nouvelles découvertes n'ont fait que confondre encore plus les archéologues au lieu d'apporter des réponses à leurs questions. Dernière étape de notre voyage, le Taj Mahal, le palais de l'amour. L'empereur moghol Shah Jahan a fait construire ce mausolée à la mémoire de sa femme bien-aimée, Mumtaz Mahal. La quantité de portes du Taj Mahal est si importante que cette vidéo durerait des jours si on commençait à parler de toutes les pièces scellées du palais. Selon les experts, si l'on ouvrait ces portes maintenant, des centaines d'années après leur fermeture définitive, on se retrouverait à devoir faire face à des exhalations de monoxyde de carbone. Et si ce gaz entrait en contact avec le marbre, il se transformerait en carbonate de calcium, ce qui pourrait fissurer les minarets du Taj Mahal. Une légende dit que l'ouverture de ces portes libérerait une terrible malédiction emprisonnée dans les chambres souterraines du mausolée. Un petit bonus du Canada. La porte de la chambre 873. C'est une chambre du Fairmont Banff Springs Hotel, ouvert en 1888. Voici l'histoire. Il y a des dizaines d'années, un crime a été commis dans cette chambre. Après l'enquête, l'administration de l'hôtel a décidé de réaménager la chambre et de continuer à la louer à d'autres voyageurs. La rumeur dit que les hôtes logeant dans cette chambre avaient été témoins d'étranges phénomènes. Ils entendaient des bruits bizarres et la télé de la chambre ne cessait de clignoter. On dit que la porte de la chambre 873 a été murée avec des briques. Les hôtes curieux qui ont entendu parler de ces histoires traînent dans les couloirs là où se trouvait l'entrée de la chambre en tapant sur les murs pour contacter d'éventuels fantômes. Laquelle de ces portes voudrais-tu ouvrir ? Imaginez-vous en train de traverser un désert à pied. Il fait chaud, vous avez terriblement soif et pour couronner le tout, il vous faut contourner ce mur. Un mur au milieu d'un désert aride et sans vie. Exactement, un mur dans le nord du désert saoudien. Les archéologues viennent de faire une découverte extraordinaire et il ne s'agit pas d'un simple mur. Non, il s'agit de toute une ville antique fortifiée qui pourrait dater de l'an 2400 avant notre ère. Ils pensent que cet endroit abritait environ 500 personnes et qu'il a pu être habité pendant un millénaire. C'est une découverte capitale, car cela signifie que cette région était peut-être beaucoup plus avancée que l'on ne le pensait. La ville était bien organisée, avec différentes zones d'habitation, des tours et des murs solides pour la protection des habitants, ainsi que différentes sections pour toutes sortes d'activités quotidiennes. Cette ville antique, que l'on appelle aujourd'hui Al-Nata, était une ville oasis. Et grâce à elle, nous avons un aperçu de ce qu'était la vie dans ce désert il y a des milliers d'années. Apparemment, les différentes zones étaient bien séparées. Il y avait des quartiers résidentiels, un cimetière, des terres agricoles et même un centre-ville. Cette ville oasis, située dans la région de Khaybar, constitue la première grande colonie organisée du 2e ou 3e millénaire avant notre ère découverte par les chercheurs dans le nord-ouest de l'Arabie. Les premières études nous montrent que cette ville, qui s'étendait sur environ 2400 mètres carrés, comprenait plusieurs quartiers, dont un quartier résidentiel, un cimetière et un quartier judiciaire avec des tribunaux. Les maisons étaient disposées en rangées bien ordonnées, toutes reliées par de petites routes. Ces rues séparaient le quartier résidentiel du reste de la ville. À l'époque, la plupart des habitants de cette région étaient des éleveurs nomades, en perpétuel mouvement. Cependant, les archéologues sont convaincus que pendant l'âge du bronze, le nord-ouest de l'Arabie était parsemé de petites villes fortifiées et d'oasis. Ces villes et oasis reliées entre elles étaient uniques. Elles offraient aux populations la sécurité nécessaire pour vivre, stocker des marchandises et faire du commerce. Elles témoignent des débuts de l'urbanisme et nous suggèrent que c'est à cette époque que les gens ont commencé à s'installer et à organiser leur communauté de manière plus structurée. L'équipe de recherche estime qu'il y avait environ 50 maisons à Al-Nata. Cependant, ce nombre pourrait atteindre 70 à mesure que les fouilles avancent. On pense que quelques centaines de personnes vivaient là. L'un des aspects les plus remarquables est sans doute que certaines maisons comptaient jusqu'à 3 étages. Construite sur une pente près de 2 routes commerciales importantes, cette ville bénéficiait d'un emplacement privilégié. L'un des aspects les plus impressionnants de cet endroit est son approvisionnement en eau. L'oasis disposait de sources et d'aquifères, des sources d'eau souterraines, ce qui en faisait un endroit idéal pour l'agriculture. Grâce à ces réserves d'eau, les habitants pouvaient cultiver leur propre nourriture et être relativement autonomes. Les murs d'enceinte servirent probablement à contrôler l'accès à la ville et à ses ressources. Ce mode de vie sédentaire constituait un changement impressionnant par rapport à l'existence nomade des populations précédentes. Ce fut le début d'un mode de vie dit agro-pastoral.
soit un mélange d'agriculture et d'élevage. Cette théorie est corroborée par la découverte, à l'intérieur de la ville, de tout un ensemble d'outils, des meules, des mortiers et des pilons. Les habitants moulaient leurs céréales afin de préparer leurs repas. Ils se nourrissaient de grains, de viande et de lait provenant de leurs propres élevages. Ces découvertes fascinantes nous montrent que les gens pouvaient subvenir à leurs besoins et qu'ils étaient étonnamment avancés pour l'époque. Grâce à un meilleur accès à l'Arabie Saoudite au cours des 2 dernières décennies, les archéologues ont désormais une image beaucoup plus précise de la vie qu'on y menait il y a des milliers d'années. Al-Nata faisait peut-être même partie d'un réseau de villes oasis fortifiées similaires réparties dans toute la région. Grâce à ces sites, nous pouvons à présent savoir comment fonctionnaient les routes commerciales et comment s'organisaient les petites colonies à cette époque dans cette région aride. Cette récente découverte n'est toutefois pas la seule à susciter l'enthousiasme du monde scientifique. Et si nous allions visiter l'Égypte, des archéologues viennent d'y découvrir un trésor antique gréco-égyptien sous les eaux. Ils explorèrent la cité perdue de Tonis Héracléon. Au large des côtes égyptiennes, elle aurait coulé il y a plus de 1000 ans. Cette ville était légendaire. Personne ne savait où elle se trouvait exactement jusqu'à sa redécouverte en l'an 2000. Aujourd'hui, les fouilles avancent et au cours d'une exploration récente, les archéologues ont découvert un trésor composé de nombreux objets en or et en argent. On pense qu'on les utilisait lors du couronnement des nouveaux pharaons. Les chercheurs ont même découvert un ancien temple grec dédié à Aphrodite, ainsi que des armes grecques très anciennes. Franck Gaudio, l'archéologue en chef, a déclaré qu'il était étonnant que ces objets si fragiles aient survécu à la catastrophe qui a détruit l'ancienne ville. À son apogée, Tonis Héracléon était l'une des plus grandes cités portuaires de la Méditerranée. C'était un immense centre culturel et le principal point d'entrée en Égypte pour les navires en provenance de Grèce. Malheureusement, en raison de la montée des eaux, de tremblements de terre et d'un raz-de-marée catastrophique, le sol sous la ville s'est un jour littéralement transformé en boue. La ville entière a alors sombré dans la Méditerranée. Et on l'a oublié jusqu'à ce que l'équipe de Gaudio la redécouvre en l'an 2000. Depuis, plusieurs de ces sites ont été mis au jour et les chercheurs ont pu peu à peu reconstituer son histoire. Si cette cité engloutie ne vous impressionne pas, nous vous emmenons à présent en Amazonie, où une découverte vraiment stupéfiante a été faite. Depuis des siècles, on parle de cités perdues au cœur de la jungle amazonienne, comme Eldorado, qui a attiré tant d'explorateurs espagnols à la grande époque des découvertes. Beaucoup d'entre eux ne sont jamais revenus. Dans les années 1900, un explorateur britannique nommé Percy Fawcett est parti à la recherche de ce qu'il appelait la cité perdue de Z. Et lui aussi a disparu. Aujourd'hui, des scientifiques ont trouvé la preuve que ces cités perdues de l'Amazonie ont bel et bien existé. Une équipe de chercheurs a utilisé une technologie appelée LIDAR, qui permet de voir à travers l'épaisse jungle depuis le ciel en projetant des faisceaux lumineux vers le sol. Ils ont survolé la jungle bolivienne à bord d'un hélicoptère à environ 200 mètres d'altitude et ont cartographié ces anciennes cités. Ils ont découvert les ruines d'une immense agglomération construite par le peuple khazarabe, qui y a vécu de 500 à 1400 après JC. Il ne s'agissait pas juste de quelques bâtiments éparpillés ici et là. Les cartes LIDAR ont révélé d'immenses centres urbains, des pyramides, des plateformes, des routes, des canaux et des chaussées, le tout soigneusement aménagé. Il s'avère que l'Amazonie n'était pas une jungle vierge, mais qu'elle abritait autrefois de grandes villes très complexes. Un scientifique de l'Institut archéologique allemand a expliqué que les Européens avaient longtemps ignoré la possibilité de l'existence d'anciennes villes amazoniennes, mais que les cartes LIDAR venaient aujourd'hui leur donner tort. Ces nouvelles cartes ont révélé 26 sites, dont 11 totalement inconnus jusqu'à présent. Les chercheurs ont découvert 2 sites urbains principaux, Landivar et Kotoka, qui comportaient d'énormes douves, de grands bâtiments sur plateforme et de hautes pyramides. Les différentes colonies, petites et grandes, étaient reliées par des chaussées s'étendant comme les rayons d'une roue. Certains canaux reliaient même les villes à des rivières et à un grand lac, ce qui permettait à l'eau de circuler dans la région. Au fil des ans, les scientifiques ont trouvé des ruines éparpillées dans toute la zone, mais à cause de l'épaisseur de la jungle, il était presque impossible de relier les points entre eux et de comprendre de quelle façon communiquaient tous ces vestiges. Grâce au LIDAR, l'ensemble du site a pu prendre vie, révélant un système urbain organisé extrêmement vaste. Il est désormais évident que ces sites avaient également une signification spirituelle, car tout y est disposé de manière à évoquer une structure symbolique profonde. La civilisation khazarabe n'est pas aussi célèbre que celle des Mayas, mais elle a connu une société florissante dans une région confrontée à d'énormes défis tels que des inondations annuelles.
Et bien que les Andes voisines possèdent leurs propres sites monumentaux, les Khazarabes ont réalisé quelque chose d'absolument unique. Ils disposaient même de réservoirs pour stocker l'eau, ce qui suggère qu'ils devaient faire face à des sécheresses occasionnelles, ce qui est assez inhabituel en Amazonie. En réalité, ces terribles sécheresses pourraient nous expliquer pourquoi les Khazarabes ont finalement quitté leur ville vers l'an 1400 de notre ère. Il existe une ouverture énigmatique en plein cœur de l'Antarctique. Certains l'associent à la résidence estivale du Bigfoot, à une navette spatiale tout droit sortie de Star Trek, ou encore à un passage vers Agartha, ce royaume légendaire que certains situent au centre de la Terre. Les scientifiques ont réfuté toutes ces spéculations romanesques et ont précisé que cette porte mystérieuse se trouvait dans une étendue de banquise côtière. Jointive au rivage, elle est entourée de petites îles et de hauts fonds. Lorsque la glace s'écoule autour de formations rocheuses enfouies sous la surface, elle peut générer des motifs intrigants mais parfaitement naturels. En ce lieu, la minceur de la glace accentue l'influence des rochers sous-jacents sur son déplacement. De plus, les vents glacés de l'Antarctique sculptent la neige et la glace, formant des lignes et des reliefs qui peuvent prêter à confusion. Cette fameuse porte n'est en réalité qu'une crête rocheuse mise au jour par une fonte partielle de la glace. Son sommet correspond à l'extrémité d'un affleurement rocheux, tandis que ses parois ne sont que des traces de neige façonnées par des vents violents soufflant dans une direction constante. Il s'agit donc simplement d'un iceberg échoué en pleine fonte. Un YouTuber a repéré un autre élément insolite bien loin des côtes antarctiques. Un navire de glace de 120 mètres de long, à plus de 240 km en mer. Internet s'est aussitôt emballé, certains affirmant que cette épave gelée aurait dérivé jusque-là depuis le triangle des Bermudes. Toutefois, aucune donnée scientifique ne permettait de confirmer qu'il s'agissait d'un navire plutôt que d'un imposant bloc de glace. D'ailleurs, en examinant de nouveau la zone peu après, les internautes ont constaté qu'avec la fonte estivale, l'hypothétique vaisseau avait tout bonnement disparu. Une autre découverte intrigante sur Google Maps en Antarctique concernait une prétendue pyramide. Avant que vous n'imaginiez un scénario fascinant impliquant les anciens Égyptiens et une base secrète enfouie sous la glace, il convient de préciser qu'il ne s'agissait en réalité que d'une montagne. Elle appartient à la plus haute chaîne du continent, les monts Ellsworth, qui s'étendent sur près de 400 km. Ce n'est d'ailleurs pas la première formation rocheuse à avoir été comparée à une pyramide. Au cours de l'expédition antarctique britannique, des explorateurs avaient déjà identifié une pareille montagne et l'avaient baptisée la pyramide. Pourtant, cette dernière ne présentait même pas la silhouette caractéristique d'un tel édifice. Voici une découverte antarctique qui ne manquera pas de vous impressionner. Une immense plateforme glaciaire, celle de Dodson, dont les reliefs ont évoqué aux scientifiques ceux du Grand Canyon. Un robot sous-marin spécialement conçu, nommé RAN, a parcouru près de 1000 km sous la glace et a rapporté des images spectaculaires de montagnes gelées, de vallées, de plateaux et de motifs tourbillonnants entièrement constitués de glace. Parmi les éléments les plus surprenants relevés par RAN figuraient d'énormes cavités en forme de cuvette, atteignant parfois 300 mètres de longueur. Malheureusement, les chercheurs ont fini par perdre la trace du robot. Ils supposent que des phoques de Weddell, intrigués par l'engin, auraient pu le heurter et provoquer son immobilisation. Pour préserver son énergie, RAN aurait alors cessé toute activité, rendant toute récupération impossible. L'équipe espère toutefois concevoir un nouvel appareil afin de poursuivre l'exploration de ce canyon gelé et d'observer l'évolution des motifs formés au fil du temps. Un autre canyon colossal a été mis au jour en Antarctique grâce au mauvais temps. Une équipe de spécialistes en acoustique, contrainte de suspendre ses recherches à la station Casey en raison d'une tempête, a mis à profit ce contretemps pour cartographier le fond marin aux abords du glacier Adams. C'est ainsi qu'ils ont découvert une formation impressionnante. Un canyon atteignant près de 2000 mètres de profondeur, 9000 mètres de largeur et s'étendant sur plus de 45 km depuis le glacier. Lors de cette première exploration, seule une partie du relief a pu être cartographiée avant que l'équipe ne soit contrainte de regagner la station. Toutefois, lorsqu'une nouvelle perturbation a frappé la région, le navire a repris la mer et a permis de compléter l'étude du canyon, malgré des vents violents et des vagues atteignant jusqu'à 4 mètres de hauteur. Grâce à une quinzaine d'heures de collecte de données, la carte du site a pu être finalisée. Avant leur retour en Australie, les chercheurs ont effectué un dernier arrêt pour obtenir une vision d'ensemble du canyon, dont l'analyse contribue à approfondir la compréhension de l'histoire des glaciers ainsi que des interactions entre la calotte glaciaire antarctique et l'océan.
Il existe en Antarctique un lac gelé baptisé lac Enigma. Longtemps, on a cru qu'il était entièrement pris dans la glace. Mais au cours d'une expédition menée entre novembre 2019 et janvier 2020, des chercheurs ont découvert, sous son épaisse croûte glacée, une couche d'eau liquide d'environ 12 mètres de profondeur. Afin d'en percer les mystères, ils ont foré la glace et envoyé une caméra explorer ces profondeurs cachées. L'eau du lac, qui proviendrait du glacier voisin par un passage souterrain encore inconnu, abritait une vie microbienne surprenante. De minuscules micro-organismes formaient des tapis biologiques recouvrant le fond du lac, certains étant fins et hérissés, d'autres rappelant des tapis froissés ou même de petites structures arborescentes pouvant atteindre 40 cm. Un grand nombre de ces microbes étaient capables de produire leur propre énergie par photosynthèse, à l'instar des plantes, ce qui conférait au lac une concentration élevée en oxygène. L'une des découvertes les plus remarquables fut l'identification d'une espèce bactérienne généralement présente dans des environnements pauvres en oxygène. Le lac Enigma pourrait ainsi présenter des similitudes avec les conditions régnant sur certaines lunes glacées comme Europe ou Encelade, suggérant que ces astres pourraient également renfermer de l'eau sous leur surface gelée, et, peut-être, une vie microbienne. Une autre découverte en Antarctique concerne de minuscules fragments d'ambre retrouvés dans des roches argileuses. Une première sur ce continent. Les scientifiques ont mis plusieurs années à analyser les fossiles exceptionnellement bien conservés de racines, de pollen et de spores découverts dès 2017. La présence d'ambre constitue une preuve irréfutable qu'une forêt dense et verdoyante composé d'arbres produisant de la résine, prospérait jadis en Antarctique. Ce paysage luxuriant s'étendait à proximité du pôle sud durant le Crétacé moyen, il y a environ 83 à 92 millions d'années. À cette époque reculée, rassurez-vous, je n'y étais pas, ces arbres devaient endurer plusieurs mois d'obscurité au cours des longs hivers antarctiques. Selon les chercheurs, ils y parvenaient en adoptant une phase de dormance prolongée. Les morceaux d'ambre exhumés, bien que de taille modeste, arborent de magnifiques teintes jaunes et orangées. Leur surface bosselée révèle la manière dont la résine s'est écoulée des arbres, probablement pour se prémunir des insectes. Cette substance a pu traverser les âges grâce à une immersion rapide qui l'a préservée de l'exposition à l'air et à la lumière. Un scientifique examinait des images satellites à la recherche des traînées brunes laissées par les déjections des manchots, lorsqu'il a identifié 4 nouvelles colonies de manchots empereurs aux confins du globe. Il est probable que ces colonies existent depuis plusieurs années déjà, bien que 3 d'entre elles soient relativement petites, chacune comptant moins d'1 millier d'individus reproducteurs. L'une des colonies récemment découvertes se situe non loin de la plateforme de glace de Lazarev, où une colonie plus importante existait autrefois. Les chercheurs pensaient que celle-ci avait disparu en 2019, mais il semblerait que les manchots aient simplement migré légèrement en réponse aux variations de la banquise. L'étude de ces populations pourrait donc permettre de mieux comprendre la manière dont les manchots empereurs s'adaptent aux changements environnementaux. Il y a 40 millions d'années, un immense réseau fluvial traversait l'Antarctique. Les chercheurs en ont trouvé des traces en analysant des sédiments meubles et des roches dures prélevées sur le fond marin gelé. En examinant de minuscules traces d'éléments radioactifs, comme l'uranium et le plomb, ils ont découvert que les couches de sol les plus profondes remontaient à l'ère des dinosaures. Plus en surface, des dépôts plus récents présentaient une structure rappelant celle des deltas fluviaux actuels, à l'image de ceux du Mississippi ou du Rio Grande. De petites traces de vie ont également été détectées dans le sable. À son apogée, ce fleuve prenait sa source dans la chaîne transantarctique et parcourait 1500 km avant de se jeter dans la mer d'Amundsen. Poursuivant leurs recherches sur des couches de sédiments plus récentes, âgées d'environ 20 millions d'années, les scientifiques espèrent que ces découvertes leur permettront de mieux anticiper les évolutions futures du climat terrestre. L'un des endroits les plus inexplorés et les plus mystérieux de la Terre se trouve à la vue de tous. C'est l'un des monuments les plus majestueux de l'humanité. La merveille du monde antique cache un secret que les scientifiques et les archéologues ne peuvent toujours pas résoudre. Il s'agit du grand sphinx de Gizeh en Égypte. L'énorme sculpture d'un lion à tête humaine a été taillée dans la roche il y a environ 4500 ans. Les scientifiques ne connaissent toujours pas la date exacte de sa création et ignorent également qui l'a construit et dans quel but. Il existe de nombreuses hypothèses et théories, mais aucune d'entre elles n'a été confirmée.
La plupart des gens ont vu cette majestueuse sculpture, que ce soit en photo ou en réalité, mais presque personne ne sait ce qui se cache en dessous. La statue du Sphinx a été sculptée dans un seul morceau de calcaire. Elle a été peinte, les restes de pigments de couleur à la surface le prouvent. Dans un passé lointain, le Sphinx était beaucoup plus lumineux et coloré que ce que nous voyons aujourd'hui. Mais même après des milliers d'années, sa grandeur n'a pas diminué. Et d'ailleurs, Sphinx n'est pas son vrai nom. Il a été inventé par les Grecs une centaine d'années ou plus après sa création. À l'origine, les Égyptiens appelaient la statue Horemhakhet. De nombreuses légendes et théories affirment que le Sphinx est là pour une raison précise. Il est comme un chien de garde qui surveille la tombe du pharaon et les secrets de l'Égypte ancienne. Ces légendes sont devenues plus plausibles lorsque les archéologues ont découvert des entrées cachées au pied du Sphinx. Ils pensent que ces passages secrets sont le début des tunnels menant aux salles contenant des trésors. Il existe de nombreuses histoires sur Internet selon lesquelles le Sphinx cacherait le Hall des records, un dépôt rempli de connaissances anciennes et secrètes. L'un des principaux artefacts de ce dépôt est censé être les archives de l'ancien état mythique de l'Atlantide. Selon les légendes, la bibliothèque entière de cette cité a été déplacée sous le Sphinx. L'entrée de cette bibli doit être située à côté de la patte droite du Sphinx. De nombreux archéologues ont tenté de trouver cette entrée, mais sont repartis bredouille. Il existe également de nombreuses images avec des diagrammes détaillés de la ville souterraine, constituée d'un réseau de tunnels et de chambres sous le Sphinx. Quelqu'un dit que des structures aussi hautes que des immeubles de 12 étages se cachent sous terre. Mais il n'y a aucune preuve de cela. Les archéologues, même après des millénaires, continuent d'explorer la mystérieuse sculpture. En même temps, de nombreux Égyptiens ne veulent pas en savoir plus sur le Sphinx. Ils sont terrifiés à l'idée de réveiller quelque chose de surnaturel. En 1998, des scientifiques ont découvert des tunnels menant à des grottes vides sous le Sphinx. Ils y ont trouvé des preuves de fouilles antérieures. Il est tout à fait possible que quelqu'un ait réussi à trouver les trésors et à les emporter. Certaines personnes pensent que les Égyptiens ont trouvé une sorte d'artefact sous le Sphinx qui a le pouvoir de technologies avancées inconnues. L'artefact est si puissant qu'il peut changer le cours de l'histoire. Bien sûr, la plupart des théories ne sont que des contes de fées de fans de conspiration. Mais c'est un fait confirmé que le Sphinx cache un système de grottes et de pièces. Il y a tellement de rumeurs autour du Sphinx qu'il est impossible de distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. En tout cas, il est difficile et dangereux d'étudier la sculpture, car des fouilles actives peuvent la détruire. Ensuite, l'entrée des salles souterraines peut être bloquée par des rochers et perdue à jamais. Aussi, une exploration plus poussée nécessite beaucoup d'argent, et les financements ne sont pas toujours faciles à trouver. Mais la raison principale, c'est trop risqué. Il n'y a aucune garantie que les gens pourront sortir des labyrinthes souterrains. C'est pour ces raisons que les scientifiques et les archéologues explorent depuis si longtemps cette structure majestueuse. Le mont Rushmore, dans le Dakota du Sud, est un autre monument architectural célèbre qui recèle un secret. Tout le monde admire les images des visages des présidents américains gravés dans la roche, mais peu de gens savent qu'une pièce secrète se cache derrière la tête d'Abraham Lincoln. L'architecte du mont Rushmore voulait graver sur la roche des dalles retraçant les principales étapes de l'histoire du pays. Mais son projet était trop compliqué à réaliser. On lui a alors proposé de le mettre en œuvre à une échelle beaucoup plus petite, construire une pièce secrète à l'intérieur de la montagne. L'idée était de sauvegarder ses connaissances afin que les générations futures se souviennent toujours de l'histoire de leur pays. Malheureusement, l'architecte n'a pas eu le temps de terminer son travail. La construction a été interrompue pendant plusieurs décennies, mais à la fin des années 90, le projet a été repris. Des plaques de porcelaine émaillée illustrant l'histoire des États-Unis ont été placées dans la pièce. Il est possible que ces plaques soient stockées là pour toujours. Mais les gens ne peuvent pas les voir, du moins pas pour l'instant. La pièce est inaccessible aux touristes car il est trop difficile d'y pénétrer. Une autre pièce secrète se trouve dans l'Empire State Building. Il ne s'agit même pas d'une pièce, mais d'un endroit où l'on peut prendre de superbes photos.
Presque tous les touristes se rassemblent sur le pont d'observation du 86e étage pour profiter d'une vue imprenable sur Manhattan. Mais il y a un autre pont avec des fenêtres panoramiques au 102e étage. Il y a beaucoup moins de monde là-bas car presque personne ne connaît cet endroit. Heureusement, l'accès à ce pont est ouvert à tous. Tu n'auras probablement pas à faire la queue pendant longtemps pour prendre une photo. Tu te sentiras spécial parce que tu te trouves dans un endroit super secret où il n'y a presque personne. Mais l'endroit le plus cool est encore plus haut, au 103e étage. Il s'agit d'une grande terrasse d'observation où les célébrités se font photographier. Ce n'est pas un lieu public, mais si tu connais les bonnes personnes, tu peux y accéder. Il n'y a presque aucune mesure de sécurité sur le site, seulement un rebord assez bas entre toi et un abîme. C'est pourquoi il est interdit aux foules de venir ici. Il n'est pas si facile d'y accéder et tu as peu de chances de réussir sans guide. D'abord, tu dois choisir le bon ascenseur qui t'y conduira. Ensuite, tu traverseras plusieurs salles d'ingénierie remplies de tuyaux, de panneaux électriques et d'autres éléments techniques. La dernière partie de ton chemin est une série d'escaliers à l'intérieur d'un minuscule couloir. Et voilà, tu es au sommet de New York. Maintenant, nous sommes à Paris. Tu vois la tour Eiffel? À l'intérieur, il y a des restaurants et des ponts d'observation. Mais si tu cherches bien, tu peux trouver un appartement secret. Maintenant, c'est un musée, mais il a été construit pour que des gens puissent y vivre. L'architecte de la tour, Gustave Eiffel, a créé cet appartement en 1889 pour lui-même. Il se trouve presque tout en haut de la tour Eiffel. Imagine la vue canon qu'il voyait chaque jour. Il était le premier et le seul locataire. Personne d'autre ne pouvait avoir accès à cet endroit. Lorsque l'architecte est décédé, l'appartement est resté vide pendant un long moment. Ce n'est que récemment qu'il a été restauré et transformé en musée. À l'intérieur, l'époque du siècle dernier est recréée. Ils ont même placé des figures de cire de Gustave Eiffel, de sa fille et de l'inventeur américain Thomas Edison dans la pièce. Cet endroit est rempli d'un flot incessant de passagers, d'employés de bureaux en retard, de visiteurs d'autres villes. Bruit, sifflet de train. À la gare Grand Central de New York, parmi tous ces bruits, tu peux entendre le son d'une balle frappant une raquette, si tu es au bon endroit. Un véritable court de tennis est planqué dans la gare centrale de New York. Il appartient à un club de tennis qui organise des matchs d'entreprise pour les employés de nombreuses sociétés. Le club a été ouvert dans les années 60. Maintenant, nous allons à Londres, à Charing Cross Road. Ce n'est pas facile de trouver un endroit secret ici. Pour y parvenir, tu dois regarder tes pieds bien attentivement. Tu vois ces grilles d'égout dans l'asphalte? À l'intérieur d'elles, tu peux remarquer deux panneaux avec le nom de Little Compton Street. Oui, il y a une autre rue juste en dessous de toi. Elle a disparu de toutes les cartes à la fin du 19e siècle. Charing Cross Road a été construite par-dessus. Les panneaux d'identification que tu vois font partie d'anciens tunnels d'ingénierie. Il y a un autre endroit intéressant à Londres. Il est situé dans le coin sud-est de Trafalgar Square. À première vue, il ressemble à un gros lampadaire, mais il y a trop de touristes qui se promènent. On s'approche et on se rend compte qu'une personne peut facilement tenir à l'intérieur du lampadaire. Le lampadaire n'appartient pas à un électricien, mais à un officier de police. Oui, c'est le plus petit poste de police du monde. Il a été construit dans les années 1930 et est utilisé comme poste de surveillance. Les officiers devaient s'y asseoir un par un et surveiller Trafalgar Square, qui attirait toujours de nombreux pickpockets et toutes sortes d'autres criminels. De nombreux mythes entourent ce qui est sans doute la plus grande structure jamais érigée par l'homme, la Grande Muraille de Chine. Certains affirment qu'elle est si vaste qu'elle serait visible depuis l'espace. D'autres prétendent qu'on peut l'apercevoir d'aussi loin que la Lune. D'autres théories suggèrent que les bâtisseurs de la muraille seraient restés à l'intérieur. Désolé de te décevoir, mais toutes ces histoires épatantes ne sont rien d'autre que des mythes. Mais même si ces légendes ont été démenties, la Grande Muraille de Chine demeure une structure impressionnante et à couper le souffle. Alors, laisse-nous te raconter sa véritable histoire. Aujourd'hui, la Chine est l'un des pays les plus peuplés du monde, avec 1,4 milliard d'habitants.
C'est aussi l'une des nations les plus anciennes au monde. Elle présente 3500 ans d'histoire, écrite ininterrompue. Mais la civilisation existait bien avant cela. Selon une théorie, alors que le continent européen par exemple, a probablement été colonisé par des humains venus d'Afrique, la Chine n'aurait pas été peuplée par des nomades venus d'ailleurs. Certains estiment que la civilisation chinoise se serait formée à partir des populations locales de l'âge de pierre, qui vivaient sur ce territoire depuis la préhistoire. Parlons maintenant de la Grande Muraille de Chine. Elle était vraiment très grande, même selon les critères actuels, puisqu'elle s'étend sur plus de 2000 km. Pour mieux visualiser cela, c'est presque 5 fois la distance entre New York et Los Angeles. Voire même un peu plus que la distance entre le pôle Nord et le pôle Sud. Même à l'époque moderne, on n'a jamais construit quelque chose d'aussi grand. Bien sûr, la Grande Muraille de Chine ne s'est pas faite en un jour, 2 peut-être, tu peux continuer à compter. À vrai dire, la construction de la muraille aura duré des siècles. Tu sais sûrement que les cités anciennes étaient entourées d'enceintes pour se protéger des envahisseurs. Et oui, les villes chinoises en avaient aussi. C'est le premier empereur chinois qui a unifié le pays en 220 avant notre ère, et a eu cette idée brillante mais par trop ambitieuse. Convertir tous les murs de ces villes en une seule grande muraille qui défendrait la frontière du pays contre les attaques venant du nord. Un général de confiance dirigeait la construction, enrôlant un immense groupe d'ouvriers, soldats, roturiers et condamnés en tout genre. À l'époque, la muraille fut construite en terre battue et en bois. À certains endroits stratégiques, les sections du mur se chevauchaient pour assurer une sécurité maximale. Ces murs mesuraient en moyenne 8 mètres de haut. Mais la Grande Muraille ne ressemblait pas encore à la construction que nous connaissons aujourd'hui. Chaque empereur successif reprenait le projet de la Grande Muraille, la renforçant et l'étendant, la réparant, mais modernisant également ses techniques de construction. Certains utilisaient des briques, d'autres des blocs de granit et de marbre. Les tours de guet et les plateformes n'existaient pas non plus à l'origine. Elles furent ajoutées par les empereurs Ming. Ces tours permettaient de communiquer avec les autres sections de la muraille par des messages de fumée. Celle-ci est donc assez hétéroclite en termes de matériaux, mais cela ne fait qu'ajouter au charme de la construction et montre le temps et les efforts qu'elle a nécessités. Si certaines parties de la muraille sont restées debout pendant des siècles et sont toujours en bon état, c'est en partie dû à la farine de riz gluant. Il s'avère que ce mortier fait de riz est comparable à du ciment. Il est aussi solide qu'imperméable, scellant les briques si étroitement que même les mauvaises herbes sont incapables d'y pousser. On peut également remarquer que certaines briques portent des inscriptions gravées. Elles y ont été laissées par les ouvriers qui ont construit la muraille. Ces inscriptions avaient pour but de garantir la qualité de l'ouvrage. Elles recèlent des informations telles que l'emplacement, la quantité et le nom des responsables du projet. Ainsi, en cas de défaut, lié à la qualité des matériaux ou de la construction elle-même, on savait qui était à blâmer. Récemment, un groupe de chercheurs a examiné des documents historiques officiels de la dynastie Ming, qui a régné sur la Chine du XIVe au XVIIe siècle. Ils sont tombés sur des documents faisant état de portes cachées dans la Grande Muraille, et ils ont donc décidé de les retrouver. On a eu recours à un drone volant pour prendre en continu des photos de la muraille avec une résolution de l'ordre du centimètre. Les chercheurs ont ainsi photographié 90% de la muraille construite sous la dynastie Ming et ont découvert les vestiges de plus de 220 portes secrètes le long du mur d'enceinte. Certaines d'entre elles avaient une largeur et une hauteur spécifiques qui ne permettent qu'à une seule personne de les passer. D'autres étaient assez grandes pour permettre à 2 chevaux de les franchir en même temps. Pourquoi ces portes se trouvent-elles là? L'objectif principal de la Grande Muraille était de protéger le pays de l'envahisseur. L'édification de portes permettant à l'ennemi de pénétrer en Chine remettrait donc en cause la raison d'être du mur. Ces portes étaient donc des passages secrets. Elles correspondaient parfaitement à la topographie environnante, et l'ouverture extérieure était camouflée par des briques, de sorte qu'il était presque impossible de la distinguer de l'ensemble du mur. Mais la muraille ne remplissait pas seulement une fonction défensive, et elle n'a jamais été complètement close. Elle pouvait être ouverte sur demande. Cette structure était aussi utilisée pour les échanges et le commerce. La communication entre l'intérieur et l'extérieur et, bien sûr, pour la protection et l'espionnage. Certaines portes étaient utilisées pour le commerce avec les pays frontaliers. Et par des portes plus petites,
Une personne se faufilait pour espionner l'ennemi qui vivait de l'autre côté. Ces portes secrètes étaient également utiles en cas d'attaque soudaine. Comme on s'en souviendra, certaines d'entre elles étaient camouflées au moyen de briques à l'extérieur. La sortie était tellement indiscernable que l'ennemi n'avait aucune idée de l'endroit exact où elle pouvait se trouver. Pour les soldats chinois, l'entrée à l'intérieur était creuse. Ils pouvaient ainsi traverser le mur et briser la porte de sortie camouflée, lançant ainsi leur attaque surprise. Même si l'objectif principal était d'empêcher les étrangers de pénétrer dans l'Empire, la muraille n'était pas très efficace à cet égard. On pouvait toujours l'escalader ou la contourner. Elle était donc surveillée en permanence et les gardes envoyaient des signaux aux troupes s'ils voyaient l'ennemi s'approcher. En outre, ce mur donnait davantage de temps pour mobiliser et renforcer les armées chinoises ou pour attirer les troupes ennemies dans une position stratégique difficile. La construction s'est arrêtée à la fin du XIXe siècle, le mur ayant perdu son importance stratégique et militaire en raison des progrès technologiques. Au fil des siècles et jusqu'à aujourd'hui, seuls 8% de la Grande Muraille sont encore en bon état, le reste étant endommagé. En outre, environ un tiers de la muraille a disparu sans laisser de traces, en raison de l'érosion naturelle et des dégâts causés par l'homme. On peut donc dire qu'il ne s'agit plus que d'un joli vestige. Comme on s'en souviendra, les premières parties du mur ont été construites en pisé et en bois. Ce ne sont pas les matériaux les plus durables à l'échelle de plusieurs millénaires. En outre, les méthodes agricoles modernes destructrices ont transformé de vastes zones en désert et ont contribué à son érosion. Par ailleurs, de nombreuses briques ont été retirées du mur au siècle dernier pour être utilisées dans la construction de fermes et de maisons. Aujourd'hui encore, la muraille est déconstruite pierre après pierre. Mais cette fois, par les touristes. Bon nombre d'entre eux en emportent une en guise de souvenir. Cela fait beaucoup de pierres, sachant que plus de 10 millions de touristes visitent la Grande Muraille chaque année. Depuis 1987, la muraille est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui souligne son importance exceptionnelle pour l'humanité. La muraille est l'un des 56 sites chinois inscrits au patrimoine mondial, ce qui la place au second rang des pays dont les sites sont protégés par l'UNESCO. Qui est le premier, te demandes-tu? La première place, avec 58 sites inscrits patrimoine, revient à l'Italie. Et sais-tu que la muraille n'est pas seulement une célèbre attraction touristique, mais aussi le lieu du marathon de la Grande Muraille? Ce marathon, créé en 1999, est l'un des plus difficiles au monde. Tu l'auras deviné? Les participants courent le long de la muraille, y compris sur toutes ses marches. Il y a 3 distances, de sorte que les participants peuvent courir un marathon complet de 42 km, un semi-marathon de 21 ou un simple footing de 8 km. Les scientifiques font chaque jour des découvertes qui changent le monde, mais même eux peuvent être confrontés à des mystères insolvables. Voici 10 choses qui ont pu déconcerter les chercheurs. Imagine que tu entendes constamment un bourdonnement à basse fréquence et que personne ne puisse en définir la source. Environ 4% de la population mondiale affirme entendre le hum. C'est un son sans lien avec la région où il se produit. Et on veut dire par là que des gens du monde entier l'entendent, de sorte que l'on parle parfois du hum de Taos ou de celui d'Auckland en fonction de la région où il se fait entendre. Ce son se situe juste au seuil de l'ouïe humaine. Les gens disent l'entendre moins lorsqu'il se trouve en extérieur, alors qu'il devient plus fort à l'intérieur, et particulièrement la nuit. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que tu ne peux plus t'empêcher de l'entendre une fois que tu l'as perçu. Certains affirment que le phénomène aurait commencé à Londres à l'époque de Charles Dickens, l'auteur d'Oliver Twist, et que ce son de basse fréquence proviendrait en fait de la clameur populaire. Ou pas. Les premiers cas ont été enregistrés à Bristol, au Royaume-Uni, et remontent au milieu des années 1970. Les scientifiques ont diverses théories concernant l'origine du hum et sur la raison pour laquelle seules certaines personnes peuvent l'entendre. Pour autant, ils n'ont pas encore de réponse claire. Il pourrait se produire lorsque les vagues se déplacent le long du plancher océanique et font trembler la Terre lorsqu'elles entrent en collision avec les plateaux continentaux. Ou bien il pourrait se produire en raison des éruptions volcaniques et des tremblements de terre. Oh, et que dire des signaux radio à ultra basse fréquence utilisés pour communiquer avec les sous-marins ou même de la 5G? L'upsweep est un autre type de son non identifié.
Il a été détecté en 1991 dans l'océan Pacifique et ce son est suffisamment aigu pour être enregistré à travers tout l'océan. Les scientifiques entretiennent l'hypothèse que ce son pourrait être lié à l'activité volcanique sous-marine. Il est intéressant de noter que son volume a diminué par rapport au niveau qu'il avait lors de sa première découverte, mais on peut toujours bel et bien le détecter. De plus, il observe un rythme saisonnier et atteint son volume le plus élevé au printemps et à l'automne. Est-ce lié au changement de saison? Personne ne le sait vraiment. Le mystère suivant consiste en un monument de forme conique trouvé dans la mer de Galilée, en Israël. Cette structure sous-marine a été découverte accidentellement par balayage sonar en 2003, mais ses résultats n'ont été publiés qu'en 2013. Le monument pèserait près de 60 000 tonnes et a été submergé par la montée des eaux il y a bien longtemps. Les archéologues demeurent perplexes devant cette découverte, parce qu'ils ne parviennent pas à déterminer son origine, pas plus que sa fonction. Ainsi, cette structure immense et singulière demeure un mystère. Passons à Göbekli Tepe en Turquie. Ce lieu présente l'un des sites les plus importants du monde sur le plan archéologique. Pourquoi une telle importance? Eh bien parce qu'il recèle d'imposantes pierres sculptées vieilles d'environ 11 000 ans. Pour mettre les choses en perspective, c'est environ 6 000 ans plus ancien que Stonehenge. D'anciennes peuplades ont érigé ces pierres avant même de commencer à maîtriser la métallurgie, l'agriculture ou la poterie. La seule existence de cet endroit va donc à l'encontre de la chronologie des civilisations telles que nous la connaissons, à savoir celle où les gens cultivent d'abord et construisent ensuite. Apparemment, ce n'était pas le cas ici. Quoi qu'il en soit, une question se pose. Quelle était la fonction de ce site? A-t-il été conçu pour vénérer des forces surnaturelles? En effet, les archéologues pensent qu'il pourrait s'agir du plus vieux temple au monde. Paléodiction Nodosum. Oui, je sais que ça ressemble à une formule magique. Il s'agit en fait d'un fossile vivant trouvé au fond de l'océan. Une créature fabrique bien ses terriers hexagonaux, c'est certain. Pourtant, les scientifiques ne parviennent toujours pas à en identifier l'artiste. Qu'entendons-nous par fossile vivant? Eh bien, Paléodiction Nodosum est une créature dont on pense qu'elle produit un type de terrier presque identique aux fossiles de Paléodiction. Est-ce une sorte de ver qui les a creusés? Les chercheurs l'ignorent. Une chose est sûre, il ne s'agit pas d'un phénomène aléatoire créé par des mouvements géologiques. En parlant de fossiles, jette donc un coup d'œil à ce géant. On le surnomme officieusement Godzillus. Il a été découvert en 2011 par un paléontologue amateur, un scientifique étudiant l'histoire de la vie terrestre en analysant notamment des traces fossiles. Mais revenons à Godzillus. Il mesure près de 2 mètres de long pour 3 mètres de hauteur. Ce fossile est vieux de 450 millions d'années et provient de l'époque où la région de Cincinnati était encore sous les eaux. Il pourrait s'agir d'un tapis d'algues fossilisé, mais certains scientifiques sont d'un avis différent. Voici un immense tunnel découvert en Amérique du Sud. Il serait vieux d'au moins 8 à 10 000 ans. Au début, les chercheurs ont commencé par découvrir quelques terriers colossaux. Ils étaient aussi vastes que soigneusement construits. Les géologues étaient stupéfaits, n'ayant encore jamais vu de telles structures auparavant. Aucun processus géologique connu ne permet d'expliquer leur formation. Les chercheurs connaissent d'ailleurs l'existence de ces terriers depuis les années 1930. Mais à l'époque, ils pensaient que ces tunnels avaient été creusés par des hommes préhistoriques, jusqu'à ce qu'ils découvrent d'énormes traces de griffes sur les murs et au plafond. Ils ont alors pensé que des espèces aujourd'hui disparues pourraient être à l'origine de ces marques. Et de nombreux géologues croient fermement être tombés sur des terriers de paresseux géants ou de tatous. Cette structure serait donc le plus grand terrier connu de l'ère paléolithique en Amazonie. Pourtant, les experts se posent de nombreuses questions. Comment se fait-il qu'une structure aussi soignée ait pu se former naturellement? Un chercheur a ensuite découvert une autre grotte étrange. Celle-ci se trouvait à des centaines de kilomètres de l'immense tunnel. Avance rapide. On compte maintenant plus de 1500 terriers de l'ère paléolithique découverts au Brésil. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que certaines de ces grottes sont connectées à des tunnels qui mènent parfois à des chambres. Enchaînons avec un phénomène naturel. Et si on te disait que chaque année, surtout en octobre, des boules de feu apparaissent sur le Mékong en Thaïlande? Selon la légende, les boules de feu des Nagas seraient un appel au retour de Bouddha sur Terre. Et ce sont les serpents du fleuve qui lanceraient ces appels. Il s'agit d'un mythe, mais qu'en dit la science?
Est-ce lié à un gaz inflammable? Il n'y a pas encore de consensus à ce sujet. Ces boules de feu semblent s'élever des eaux et peuvent atteindre une hauteur de près de 300 mètres. Elles s'apparentent à des feux d'artifice, disparaissent très rapidement et scintillent généralement d'une couleur orange ou rougeâtre. Mentionnons aussi quelques légendes au passage. Pourquoi pas après tout? Elles peuvent être passionnantes. Et il serait dommage d'omettre celle qui concerne la cité perdue de l'Atlantide. Comme tu le sais sûrement, la légende voudrait que l'Atlantide ait été submergée par l'océan il y a environ 11 000 ans. Depuis, scientifiques, mais aussi chasseurs de trésors et autres philosophes sont à la recherche de ce monde perdu. La route de Bimini pourrait-elle en être la trace? En 1968, un plongeur a retrouvé d'étranges pierres au large des côtes de l'île de Bimini Nord, aux Bahamas. Ces pierres semblent avoir été fabriquées par l'homme. On dirait qu'elles ont été espacées de façon régulière et posées en rang ordonné. Les scientifiques ont été déconcertés, mais pas pour longtemps. La datation au carbone de ces blocs a révélé que des forces géologiques avaient créé cette route naturellement. Il n'y avait pas de marque d'outils ou de signes indiquant que les blocs avaient été empilés les uns sur les autres. Les recherches se poursuivent, mais les scientifiques pensent en général que ces blocs ont été créés par l'érosion. Je suppose que le scoop de l'Atlantide n'est pas pour demain. Imagine, tu te promènes sur la plage et tu vois des dizaines de pieuvres passer devant toi. En 2017, un groupe de personnes au Pays de Galles a précisément assisté à cela. Pourquoi ces créatures sont-elles sorties de l'océan? Personne ne connaît la réponse. Le groupe a rapporté avoir vu 20 à 30 pieuvres ramper sur le sable. Ils ont bien cherché quelques signes de blessures chez elles, mais n'ont rien trouvé. Pour finir, ils ont déclaré avoir rejeté ces animaux à la mer. Il est intéressant de noter que les pieuvres ont continué à ramper sur le rivage jusque dans la nuit. Les experts disent qu'il est difficile d'être sûr de la raison qui a pu pousser ces mollusques sur la plage sans procéder à un examen physique. Ils spéculent encore sur la raison de ce phénomène rare et singulier. S'agirait-il d'une surpopulation de pieuvres? Une autre étude souligne que plus les pêcheurs s'attaquent aux grands animaux qui se nourrissent de ces pieuvres, plus leur population augmente. C'est peut-être pour cela que ces dernières n'ont d'autre choix que d'aller plus loin pour trouver de la nourriture ou un abri. Mais sans recherches approfondies, il n'y a là que des théories. Il y a aussi beaucoup de choses que nous ignorons encore sur l'espace. Voici donc une info bonus sur la source jaunâtre de toute vie dans notre système solaire. Les scientifiques ont découvert un nouveau type d'onde à l'intérieur du Soleil. Ces ondes se déplacent dans une direction opposée à sa rotation. De plus, elles se déplacent très rapidement, si rapidement que cela dépasse l'entendement. Les chercheurs ont différentes théories concernant la fonction de ces ondes. S'ils découvrent leur rôle, cela pourrait leur permettre de mieux comprendre les processus qui se déroulent à l'intérieur de notre astre. Les mystères sans réponse autour des civilisations anciennes ont été une source d'inspiration pour de nombreux théoriciens du complot. En fait, certains de ces mystères sont si intéressants que beaucoup d'entre nous y croient déjà, ou aimeraient y croire. Une chose est sûre cependant, aucune de ces milliers de théories du complot n'a jamais été... quel est le mot? Ah oui, classée, à moins qu'elle ne l'ait vraiment été. Nous savons tous que la CIA a fait des choses plus ou moins discutables au cours de son histoire, au nom de la sécurité nationale. Mais on ne s'attendrait pas à ce qu'un livre représente une menace à la fois nationale et internationale. La CIA a récemment déclassé certaines parties d'un livre qui parle de civilisations anciennes disparues et des événements catastrophiques qui les ont fait disparaître il y a des milliers d'années. Ce livre mystérieux a été écrit en 1963 par un certain Chan Thomas et il devait être publié par Emerson House en 1965, jusqu'à ce que la CIA s'en mêle. Pour une raison mystérieuse, ils ont classé le livre. Et il n'a jamais été rendu public jusqu'à récemment. Mais c'est là que ça devient intéressant. Le livre a été déclassé en 2013 en raison de la loi sur la liberté d'information. Mais il n'a été rendu public qu'en 2016. Et ce qui a été rendu public soulève vraiment quelques questions. La version originale de ce document comptait 284 pages. Mais l'essai en PDF qui a été publié était fortement censuré et ne comportait que 57 pages, soit 1/5 de l'ensemble du document. Les pages ont été éditées, avant d'être rendues publiques, de telle sorte que l'on ne remarque même pas que les autres pages sont manquantes. Personne ne sait vraiment pourquoi ce livre a été classé secret en premier lieu.
Mais d'après ce qu'on a laissé entendre, il a un contenu des plus intéressants. L'auteur du livre avait une imagination débordante et une grande passion pour les civilisations anciennes. Et même si ce qu'il a à dire fait réfléchir, certaines choses sont tout simplement bizarres. Il pense que notre planète est enfermée dans un cycle sans fin de déplacement des pôles et de la croûte terrestre, qui sont responsables de l'extinction massive de nombreuses civilisations qui existaient il y a plus de 6000 ans, avant même les Sumériens. Il pense que ces événements ont causé plus de dommages à la Terre que les météores, et il fonde cette théorie sur quelques artefacts qui existent dans le monde entier, mais qui n'ont pas vraiment été remarqués jusqu'à récemment. Mais j'y reviendrai dans un instant. Les extinctions massives dont parle le livre comprennent la fin de la période glaciaire, lorsque d'énormes couches de glace de 3,2 km d'épaisseur ont disparu d'Europe du Nord, d'Amérique du Nord et du Canada, entraînant l'extinction de centaines d'espèces. Et voici comment l'auteur illustre son hypothèse. Il pense qu'il y a eu un déplacement des pôles géomagnétiques qui a provoqué des changements catastrophiques dans l'atmosphère et la croûte terrestre, entraînant l'extinction de nombreuses civilisations au fil du temps. Bien que le déplacement des pôles géomagnétiques soit une réalité, il ne se produit pas du jour au lendemain. Il se produit très lentement, environ toutes les quelques centaines de milliers d'années, selon les scientifiques. Mais c'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est un fait bien connu que le pôle Nord se trouve quelque part au-dessus de l'Alaska et que le pôle Sud est proche du milieu de l'Antarctique. Il s'agit là des pôles géographiques, et ils seront toujours le Nord et le Sud. Cependant, les pôles magnétiques de la Terre se sont inversés il y a quelques centaines de milliers d'années. Ainsi, si tu avais une boussole il y a 700 000 ans, disons, elle pointerait plutôt vers le Sud et te montrerait l'Antarctique. Mais l'auteur du livre a une théorie différente. Il pense que le basculement des pôles magnétiques Nord et Sud ne se produit pas toutes les quelques centaines de milliers d'années, mais tous les 12 000 ans. Et que ce basculement se produit en quelques heures seulement, provoquant une catastrophe apocalyptique. Il pense que cela se produit à la suite d'une explosion dans le noyau de la Terre. Cette explosion provoque le basculement des pôles magnétiques, mais aussi le déplacement de la croûte terrestre. Selon ce livre, en raison de ces événements catastrophiques, un grand nombre des continents de la Terre qui étaient submergés sont remontés au-dessus du niveau de la mer en quelques heures seulement. Maintenant, c'est là que ça devient intéressant. L'auteur affirme également que les Andes péruviennes se trouvaient sous l'océan avant le dernier déplacement des pôles. Et même si cela semble tiré par les cheveux, puisque les Andes se trouvent à environ 6700 mètres au-dessus du niveau de la mer, des preuves ont été apportées à la fin des années 80 pour étayer cette affirmation. Les scientifiques ont trouvé des os de baleines et des fossiles vieux de plusieurs millions d'années au sommet des Andes et des montagnes de l'Himalaya. Il est également suggéré dans le livre que le gel profond que la Terre a subi au cours du Drias récent a provoqué la perturbation du Gulf Stream. Des mammouths gelés ont été retrouvés piégés dans des blocs de glace, avec de la nourriture encore dans la bouche. Il s'agit là d'un véritable mystère, car ils étaient rompus au froid glacial. Et ils faisaient partie des rares animaux qui pouvaient vraiment survivre à l'ère glaciaire. Alors, qu'est-ce qui a pu les faire geler si rapidement? Ouais, de quoi se gratter la tête, pas vrai? Le document décrit également la Grande Pyramide de Gizeh comme une véritable énigme. La pyramide de Gizeh est composée de 2,5 millions de blocs de pierre, placés les uns sur les autres avec une grande précision. Elle mesure près de 230 mètres de large et plus de 137 mètres de haut. À ce jour, nous ne sommes toujours pas en mesure d'expliquer comment elle a été construite, et il est également difficile de comprendre sa conception interne. À l'intérieur, la pyramide ne présente aucune similitude avec les autres pyramides et, malgré la croyance populaire, aucune momie n'a été trouvée dans l'une d'entre elles. Si tu trouves ça un peu bizarre, attends le prochain scoop. On ne trouve absolument aucun hiéroglyphe dans aucune des pyramides. Et cela vaut dans les deux sens. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'il n'y a pas non plus de pyramide, ni rien qui ressemble à une pyramide dans aucun des hiéroglyphes. Monsieur Thomas pense que les pyramides ont été créées des centaines de milliers d'années avant les Égyptiens, par une civilisation qui s'est éteinte. En parlant de civilisation, dans son livre, il mentionne même les Grecs. Il affirme qu'en Grèce, il existait une autre ancienne race d'humains qui s'est également éteinte. Il affirme qu'ils étaient extrêmement grands, aux yeux bleus et aux cheveux blonds, et qu'ils avaient accès à des technologies avancées que les Grecs ne pouvaient même pas connaître à leur apogée. Avant de nous éloigner des blocs de pierre, parlons d'un autre mystère.
le temple de Bacchus, à Baalbek au Liban, et ses gigantesques blocs de fondation. Ces pierres, qui constituaient Héliopolis, ont également été utilisées pour le temple de Rome. Les fondations des temples sont faites de pierres trillites de 900 tonnes. Et, selon l'auteur, c'est la preuve qu'il devrait exister une ancienne civilisation perdue avec une technologie plus qu'avancée. La plupart des archéologues affirment que ces pierres ont été taillées par les Romains. Cependant, il n'y a aucune preuve pour étayer cela. Les Romains n'avaient pas l'équipement technologique pour fabriquer de telles pierres ou les soulever. Tu peux donc te demander, et s'ils les avaient simplement façonnées sur place ? Eh bien, ces pierres ont également été soulevées à 9 mètres de haut et ont été placées les unes à côté des autres avec une précision mathématique. Et n'oublions pas les blocs au sommet d'Héliopolis, qui pèsent environ 800 tonnes chacun. Mais attends d'entendre la meilleure. Les Romains ne revendiquent même pas le mérite de ces mégalithes. Ils prétendent avoir bien construit les côtés, mais ils ne s'attribuent aucun éloge pour ces pierres de fondation extraordinairement grandes et lourdes. L'auteur fait également une remarque intéressante sur la distance entre la capitale romaine et Baalbek au Liban. Pourquoi les Romains auraient-ils flanqué les plus grandes pierres monolithiques du monde dans une région aussi éloignée de leur capitale, sans jamais s'en attribuer le mérite ? Eh bien, les amis, c'est un grand mystère pour moi. Passons maintenant à l'énigme la plus intrigante. L'île de Pâques, qui se trouve au milieu de l'océan Pacifique. L'auteur se demande comment les gens ont pu la trouver, ou même s'installer sur une île aussi éloignée il y a si longtemps. L'un des symboles de l'île de Pâques sont les statues Moai, et le mystère entourant qui elles pourraient bien représenter et pourquoi. Une question encore plus importante est de savoir comment elles ont été créées, puis déplacées et positionnées aux endroits où elles se trouvent. Selon ce document déclassé, l'île de Pâques faisait partie d'un continent aujourd'hui perdu, appelé Mu. Et elle a été engloutie dans l'océan Pacifique lors d'un cataclysme qui s'est produit pendant l'un de ses déplacements des pôles. Le continent de Mu, selon le livre, était aussi grand que l'Amérique du Sud, et ce que nous appelons maintenant l'île de Pâques est tout ce qu'il reste de ce continent. L'auteur pense également que c'est ce qui s'est passé avec la cité perdue de l'Atlantide. Platon est même cité à ce sujet, affirmant que toute la cité atlante a sombré plusieurs kilomètres sous les flots en un seul jour. Même si cette histoire semble tout à fait intrigante et présente des points fascinants, nous savons que, scientifiquement parlant, un déplacement cataclysmique des pôles, entraînant l'extinction de civilisations entières, n'est tout simplement pas possible. Imagine que tu découvres une ville antique sans même avoir à quitter le confort de ta maison. En 1963, c'est exactement ce qu'a fait un homme dans la province de Nevşehir, en Turquie. Alors qu'il était en train de rénover sa maison, il a abattu un mur dans son sous-sol et a découvert une pièce mystérieuse. Il a continué à creuser et a vu un tunnel. C'est ainsi que la ville souterraine de Derinkuyu a été mise au jour. Derinkuyu est l'une des cités souterraines les plus profondes de Cappadoce et de toute la Turquie. Ce chef-d'œuvre d'ingénierie compte 8 étages et les habitants avaient accès à des caves, des entrepôts, des chapelles, une école, une salle d'études et bien d'autres structures. Tous les étages sont connectés par un vaste réseau de tunnels. On pense que cette ville souterraine a été construite pour servir d'abri, puisqu'il est impossible de distinguer la construction de l'extérieur. Sa profondeur est d'environ 85 mètres et le complexe était suffisamment grand pour abriter environ 20 000 personnes, ainsi que leur bétail et leurs réserves de nourriture. Il y a également un puits d'aération long de plus de 50 mètres. Les gens l'utilisaient à la fois pour la ventilation et comme source d'eau potable. Le puits fournissait ainsi de l'eau aux villageois de la surface et à ceux qui se cachaient dans la ville souterraine. Il est intéressant de noter que les habitants des niveaux inférieurs pouvaient couper l'accès à l'eau des niveaux supérieurs ainsi que de la surface. L'eau était ainsi préservée de tout risque d'empoisonnement. L'endroit a été conçu comme une véritable place forte. Les tunnels pouvaient être bloqués de l'intérieur par d'énormes portes roulantes de pierre et les passages étaient extrêmement étroits. Les envahisseurs potentiels devaient donc pénétrer dans les tunnels un par un. On dirait qu'ils avaient pensé à tout au 7e siècle avant notre ère. Les archéologues pensent que ce sont les Phrygiens qui ont construit les premiers étages. Après eux, la structure a été mise à profit et encore améliorée à l'époque romaine. C'est à ce moment que les chapelles ont été ajoutées. L'âge d'or de Derinkuyu se situe cependant durant l'ère byzantine. Mais comment ces gens ont-ils réussi à créer de pareils tunnels ?
La roche dans laquelle ils ont été creusés n'avait rien d'ordinaire. Il s'agissait d'une roche volcanique remarquablement tendre. Elle est apparue des suites d'un processus géologique qui avait commencé il y a des millions d'années. Les éruptions volcaniques ont alors recouvert la région d'une épaisse couche de cendres, et ces cendres se sont ensuite agglomérées pour former cette roche tendre. Lorsque les forces naturelles du vent et de l'eau ont érodé les parties les plus friables, seuls les éléments durs sont restés. Fait amusant, les cheminées de fées sont également constituées de roches volcaniques tendres aux formes complexes. Mais celles-ci se sont formées naturellement, sans aucune intervention humaine. Nous sommes toujours en Turquie, mais cette fois, notre destination est Çanakkale, où un mythe a pris vie. Pendant 3000 ans, on a cru que l'Iliade d'Homère n'était que pure fiction et que Troie n'avait jamais existé. En 1863, tout a changé. Frank Calvert, un Britannique expatrié, a découvert des ruines antiques dans l'ouest de la Turquie. Il était convaincu qu'il s'agissait de l'ancienne ville de Troie. Heinrich Schliemann, quant à lui, a étudié la région en 1868. C'est alors que Troie est revenue à la lumière après tous ces siècles. Troie présente des strates complexes. Au fil des ans, 9 cités antiques ont été érigées les unes sur les autres. Selon les historiens, la région occupait une position stratégique entre l'Europe et l'Asie, ce qui lui a permis de devenir un centre commercial et culturel prospère. Cette position clé a rendu Troie attrayante tout au long de l'histoire. Après le conflit troyen, cependant, la ville a été abandonnée entre 1100 et 700 avant notre ère. Des colons grecs ont ensuite redécouvert la région et Alexandre le Grand y a régné pendant un temps. Les Romains ont ensuite pris la ville. Et en parlant de son histoire, la première chose que l'on voit en visitant le site est une réplique du cheval de Troie, faite de bois, provenant du film tourné en 2004. Notre prochain arrêt est la ville de Lothal. Dans les années 1950, Lothal et plusieurs autres sites arapéens ont été retrouvés en Inde. Ces provinces ont repoussé les limites connues de la civilisation de la vallée de l'Indus. Lothal était une partie importante de la civilisation arapéenne. Elle possédait de vastes champs de coton et de riz. De plus, il s'y trouvait une manufacture de bijoux perlés, fabriqués à partir de pierres semi-précieuses comme l'agate. Beaucoup de ces perles ont été retrouvées plus tard en Mésopotamie, ce qui prouve que Lothal était un port commercial prospère. Les archéologues pensent que la ville faisait partie d'une ancienne route commerciale. Des traces d'agriculture? Oui. Des traces de commerce? Absolument. Et quoi d'autre? Des vestiges de bâtiments résidentiels, de rues, de trottoirs et d'égouts. Un véritable plan d'aménagement et un exemple frappant des débuts de l'urbanisme. La ville était fort bien conçue et il s'y trouvait même des maisons complexes. Certaines d'entre elles comptaient jusqu'à 6 pièces, des salles de bain, une grande cour et même une véranda. Lothal possédait également le plus ancien port connu au monde. Il reliait la ville au fleuve Sabarmati et à sa route commerciale. L'ancienne cité maya de Calakmul est située dans le sud du Mexique, dans la forêt tropicale des Tierras Bajas. Du 6e au 9e siècle, Calakmul comptait plus de 50 000 habitants. Il y avait là une place centrale entourée de faubourgs extérieurs. Et si l'on additionne les habitants de cette périphérie et ceux qui vivaient au centre, Calakmul comptait pas moins d'1,5 million d'habitants. Cette ville aura été habitable pendant près de 12 siècles. On pense que ce lieu comptait plus de constructions que tous les autres sites mayas retrouvés dans la région. Ce n'est qu'après l'an 1000 de notre ère que la civilisation maya s'est effondrée. Ainsi, le peuplement qui était autrefois le centre névralgique de la Mésoamérique a été presque complètement abandonné. L'ancienne cité se trouvait au cœur de la seconde plus grande forêt tropicale d'Amérique. Et le site est bien préservé, si bien qu'aujourd'hui, si tu le visitais, tu n'aurais aucun mal à te représenter la vie des anciens Mayas. Les vestiges de la ville comprennent des complexes architecturaux et des monuments sculptés, des systèmes défensifs, des carrières, des réseaux de distribution de l'eau, des terrasses destinées à l'agriculture, des pyramides massives, ainsi que des palais, sans oublier une variété d'ornements et d'objets divers. Cela prouve que des sociétés complexes, organisées en États, vivaient dans cette forêt tropicale. Les Mayas rendaient souvent hommage à la nature dans leurs fresques, leurs poteries, leurs sculptures, leurs rituels et même leur alimentation. Passons maintenant à un endroit que les gens ne croyaient même pas exister. La cité de Tonis Héracléion n'apparaît que dans quelques inscriptions et textes anciens.
Il s'avère qu'elle attendait d'être découverte depuis des milliers d'années. Les scientifiques ont fouillé la majeure partie de la côte égyptienne. C'est alors que l'archéologue Franck Gaudiot et son équipe ont détecté un visage colossal qui les regardait depuis le fond marin. La cité antique d'Héracléon a été découverte complètement submergée à 6 km des côtes d'Alexandrie. Dans les ruines de la cité perdue se trouvaient 64 navires, 700 ancres et un monceau de pièces d'or. Les archéologues considèrent que les vestiges du temple, flanqués d'une statue de 5 mètres de haut, sont les découvertes les plus importantes de cette expédition. Il y a longtemps, la cité organisait des cérémonies et des fêtes dans le temple d'Amon. Les ruines et les objets retrouvés sont faits de granit et de diorite et sont donc restés en bon état, même après avoir été au contact de l'eau pendant des siècles. Ils donnent un aperçu de ce qu'était la vie il y a 2300 ans, dans l'un des plus importants ports commerciaux au monde. La ville disposait d'un réseau de canaux. On peut la comparer à une sorte de Venise de l'Égypte ancienne. Et ces canaux reliaient de nombreux ports et points d'ancrage. Des tours, des temples, des maisons et d'autres structures étaient également connectés par des ponts. Tonis Héracléon était le principal comptoir du pays pour le commerce et la collecte d'impôts. Personne ne sait vraiment comment la ville s'est retrouvée submergée, mais les archéologues l'attribuent à des causes naturelles. À la fin du IIe siècle avant notre ère, probablement à la suite d'une inondation, Héracléon a été recouverte d'eau. C'est alors qu'Alexandrie, la ville fondée par Alexandre le Grand, est devenue plus glorieuse qu'Héracléon. Avant la renommée de celle-ci, Héracléon était le principal port d'entrée en Égypte. Ainsi, après la catastrophe, de nombreux navires faisant cap sur Héracléon ont dû changer d'itinéraire pour se diriger vers Alexandrie. Héracléon a alors sombré dans l'oubli jusqu'à sa redécouverte en 1933. Mesa Verde est un parc national américain situé dans le Colorado. Ce parc représente la plus grande réserve archéologique des États-Unis, avec plus de 5000 sites, dont 600 habitations à flanc de falaise. Mesa Verde signifie « la table verte » en espagnol. Elle doit ce nom à la forme des montagnes de la région, avec leurs sommets plats et leurs flancs abrupts. Le parc est un site archéologique de l'ancien peuple des Anasazi. À partir de 7500 avant notre ère, un groupe de paléo-indiens nomades a vécu de façon saisonnière à Mesa Verde. Ils étaient chasseurs, cueilleurs et cultivateurs, et ce sont eux qui ont construit les premiers pueblos de la région. À la fin du XIIe siècle, les habitants de Mesa Verde ont commencé à construire des habitations massives à même la falaise, qui sont aujourd'hui les structures les plus connues du parc.